C'est devenu en fait un produit en tant que tel, à part entière. C'est que en fait, les gens s'abonnent à la newsletter pour lire ce contenu-là spécifiquement et pas pour recevoir un lead magnet. Sois un guide, un explorer, pas un gourou. En gros, tu peux très bien aborder, tacler le sujet en étant un explorer en mode je vais essayer de faire tel truc et je vous documente ce que j'essaye. Peu importe si je réussis ou si j'échoue. La question que j'ai envie de lui poser, c'est est-ce que tu veux jouer le même game que 80% des gens qui vont être déceptifs, quitte à ruiner ta crédibilité, alors qu'on sait que la crédibilité, c'est le point le plus important que tu vas avoir pour vendre, ou est-ce que tu veux créer un truc qui va avoir le potentiel de se développer comme un vrai side business, et tu vas pouvoir continuer tranquille en même temps que ta prestation de service, peut-être en faire ton job plus tard, quoi. Bienvenue sur Le Bout du Tunnel, le podcast où vous apprendrez tout sur les lancements d'entrepreneurs inspirants. Je suis Kevin Pem, j'accompagne les coachs et les formateurs à performer grâce au tunnel de vente. Et dans ce podcast, vous allez découvrir leur retour d'expérience et leurs challenges du quotidien. Mais vous obtiendrez aussi leurs conseils d'experts sur ce qui marche vraiment. Parce que bon, les interviews d'entrepreneurs qui font des millions, c'est bien, mais connaître la réalité du marché à votre échelle, c'est encore mieux. Bref, je suis là pour vous aider à voir le bout du tunnel. Hello Clément, je suis super content de te retrouver aujourd'hui sur le podcast. On est ici pour parler de ta newsletter où tu as pu dépasser les 4000 abonnés sans lead magnet et où tu as pu aller chercher ton premier sponsor, donc c'est le sujet du jour. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour les auditeurs? Salut Kevin, ouais, ravi d'être là et bonjour à tous les auditeurs du podcast Au bout du tunnel. Donc moi, je m'appelle Clément, j'ai 32 ans, j'habite à Lille dans le nord de la France et en fait moi je suis un ancien consultant, j'ai travaillé en agence, j'ai travaillé en start-up et je me suis mis à mon compte depuis début 2021 et j'ai fait de la prestation de service pendant 3 ans, grosso modo, en tant que CMO part-time et optimisation des conversions pour aider les clients à doper leurs résultats sur leur site web. Et je me suis notamment, depuis plusieurs années, spécialisé sur le neuromarketing. Et donc le neuromarketing, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe dans le cerveau, en fait, pour faire simple, hein. Tout ce qui se passe dans le cerveau, face à un message publicitaire ou marketing. Pourquoi est-ce qu'on préfère un produit plutôt qu'un autre? Pourquoi est-ce qu'on préfère une marque plutôt qu'une autre? Et c'est mon truc et donc j'essaie de craquer tout ça et donc de vulgariser notamment les recherches scientifiques et marketing qui se font sur le neuromarketing, sur ma newsletter qui s'appelle Insight. Et comme tu l'as dit, on vient de franchir les 4000 abonnés là, donc là, on vient d'arriver aux 4300 justement, aujourd'hui, donc très content et donc très heureux de pouvoir en parler aujourd'hui, ouais. Ouais, trop stylé en tout cas tout ce que tu fais. C'est hyper intéressant. En tout cas, c'est très utile pour tous les marketeurs que tu fasses un récap sur tout ce qui stimule le cerveau à passer à l'action derrière des publicités, du marketing, etc. Et moi, du coup, ce qui a capté mon attention, c'est que tu as atteint ces 4000 abonnés, mais tu veux surtout atteindre les 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Tu t'es donné cet objectif, si je me trompe pas. Ce qui est trop bien, c'est que tu as déjà eu ton premier sponsor. On va en parler justement dans cet épisode. Alors ma première question, déjà, c'est quoi ta stratégie pour construire une newsletter où tu arrives à avoir 4000 abonnés et ça sans lead magnet? Parce que, comme je te le disais juste avant l'épisode, moi je conseille quand même à tous mes clients d'avoir un lead magnet et d'en faire la promotion chaque semaine pour attirer des leads qualifiés sur leur liste mail. Je sais que du coup PB qui a créé le mastermind où on est tous les deux, recommande plutôt du coup de mettre en avant une newsletter justement, de mettre en avant les emails parce que ça va plutôt, enfin, contrairement à un lead magnet, ça va attirer des gens plus qualifiés parce qu'ils ne viennent pas juste pour un cadeau gratuit, ils viennent pour tes emails. Exactement, en fait, c'est, la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire des lead magnets. En fait, pour la petite histoire, là, j'ai atteint les 4000 abonnés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la newsletter a eu plusieurs, phases de vie. Là, actuellement, la phase de vie, dans laquelle la newsletter se situe, en tout cas, la newsletter va plus bouger, mais par exemple, elle a changé de nom plusieurs fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu mes premiers 1000 abonnés en environ 3 ans. Donc c'est, relativement peu véloce, c'est pas très rapide, parce que, j'en faisais assez peu la promotion. J'avais un rythme de publication très très faible en fait, très, hem, irrégulier. J'arrivais pas à savoir, quel était le sujet de la prochaine newsletter. J'avais un rythme de publication qui n'était pas, vraiment stable. Je savais pas non plus de quoi j'allais parler. J'avais même aussi un problème de positionnement globalement puisque, à l'époque, je faisais de la prestation de service en tant que CMO part-time, donc du marketing finalement généraliste et donc le problème quand on a une newsletter généraliste sur le marketing,
C'est que soit on arrive à faire du très grand public, enfin très grand public d'un point de vue marketing, c'est-à-dire on va toucher tous les marketeurs, et là c'est un petit peu difficile. Soit on va se nicher, un peu comme j'ai pu le faire, sur la newsletter de Insight, ça s'appelle Insight, qui vulgarise les recherches en neuromarketing. Là, c'est du coup une niche qui est assez pointue, assez spécifique et donc ça donne un intérêt à un lecteur de s'abonner, sans lead magnet. Par contre, si j'ai une newsletter qui va parler de simplement marketing, où je fais par exemple, je sais pas, l'actualité du marketing, quelle va être la valeur ajoutée que je vais apporter dans cette newsletter? Donc en fait, j'ai eu ces phases de vie différentes où j'étais sur une newsletter assez généraliste où j'ai eu du mal à la faire connaître. Et puis après, j'ai commencé à me dire, je vais me positionner sur l'optimisation des conversions, ce que je faisais le mieux. La newsletter, je lui ai donné un nom, et le nom n'était pas fou, hein. Mais bon, c'est C'était un peu les quoi? confessions. Ça s'appelait UX Marketing. Bon, Ça va. ça va, mais c'est bon, c'est un peu, j'en suis pas hyper fier. Mais bon, du coup, c'était pas la newsletter que je voulais faire et en fait, UX marketing décryptait les dernières tendances en marketing. En fait, les grandes tendances de fond, sur les formats, par exemple, sur les réseaux sociaux, les trucs qui marchent actuellement, c'était déjà beaucoup d'analyse et de décryptage du marketing et donc il y a environ 9 mois, je dirais, j'ai pris la décision de respécialiser la newsletter sur cette verticale très précise, qui est le neuromarketing. Et donc maintenant, la newsletter s'appelle Insight et c'est devenu en fait un produit en tant que tel, à part entière. C'est que en fait, les gens s'abonnent à la newsletter pour lire ce contenu-là spécifiquement et pas pour recevoir un lead magnet. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que mon taux d'ouverture, par exemple, il a été multiplié presque par deux. J'avais 30 à 35% de taux d'ouverture. Maintenant, on est aux alentours de 55%. Ah ouais, OK, pas mal. C'est, Donc, la valeur par abonné est ouais, bien supérieure. OK, bravo déjà pour ça. Donc si je dois faire un petit récap déjà, ce que j'entends là, c'est que tu t'es niché. Mmh mh. Donc tu es passé de quelque chose où tu parlais de marketing un peu en général, où tu faisais quand même des décryptages, donc ça avait quand même de la valeur, c'était intéressant, à, une sous-niche du coup, qui est, le neuromarketing quoi. C'est ça. Et donc le concept, je lui ai donné un nom, j'appelle ça une branded newsletter. Donc c'est une newsletter, portée par une marque et pour moi, une branded newsletter, ça a 3 composantes. La première composante, c'est que déjà, il doit y avoir une marque, un nom de marque identifié. Dans mon cas, c'est Insight, mais ça peut être n'importe quelle marque et c'est conçu comme une émission de télé, en fait. Comme koh le nom de la marque, c'est koh et si on regarde chaque épisode de koh bah, en fait, on remarque qu'ils ont tous la même trame. Donc, il y a l'équipe des jaunes et l'équipe des rouges, ils commencent à faire un peu la vie sur le camp et puis d'un seul coup, hop, il y a une bouteille à la mer, c'est, le jeu de confort et puis après, oh, ils vont faire la bagarre. Il y a une équipe qui est dégoûtée, Denis, il retourne un peu le couteau dans la plaie et il dit: «Est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce que la défaite n'est pas trop amère?» Et donc, tout le monde pleure et cetera. Après, ils rentrent au camp, ils sont dégoûtés, ils bitchent un peu les uns sur les autres et puis ensuite, hop, il y a le jeu du conseil. Ils arrivent au conseil, ils éliminent quelqu'un et chaque épisode est construit de la même façon. Et en fait, c'est assez marrant, parce que si on regarde les émissions de télé qui marchent, c'est basé sur la même mécanique. C'est tout le temps le même format. Si on prend Qui veut gagner des millions, c'est pareil. Il y a, le public, devant il y a les candidats, ils font un test, je sais plus, de rapidité ou je sais pas quoi et il parle, il pose des questions. Une personne qui est sélectionnée, elle va se mettre ensuite face à face avec Jean-Pierre et puis après il va essayer d'aller gagner 1 million et ils peuvent, ensuite avoir les jokers et cetera. Donc, c'est tout le temps la même mécanique, le même déroulé d'émission. La branding newsletter, c'est la même chose. Il y a une marque, une régularité, comme une émission télé, comme koh c'est tous les mardis ou je sais pas quoi, hem et un format spécifique qui fait que la personne sait exactement comment ça va se dérouler à l'intérieur de la newsletter, elle connaît le contenu, mais c'est suffisamment, nouveau quand même, parce qu'en fait le contenu change différemment. Le contenu est différent à chaque fois, ça change tout le temps. Exactement comme quand on va regarder koh on sait qu'on a exactement le même concept d'émission, le même format, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est un mix parfait entre la familiarité, donc le biais de familiarité qui va nous dire: «OK, je me sens à l'aise, je me sens en confort, donc je sais ce que je vais regarder et je suis familier avec ça, donc en fait, j'apprécie ce programme». Mais j'ai suffisamment de nouveautés pour me dire: Ça m'intéresse, j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer maintenant». Et Mmh. une newsletter, en fait, une branding newsletter est construite comme une émission de télé avec une marque, une régularité et un format, toujours le même.
Ok, super intéressant. Du coup, concrètement, comment tu appliques ça à tes emails? Tu as un sommaire qui est spécifique que tu répètes à chaque fois, par exemple, je sais pas, en haut de l'email, on va parler de tel truc, au milieu, on va parler de tel truc, en bas. Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? Non, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai des petits gimmicks. Si vous allez sur la newsletter, si vous allez sur Insight, donc ouais, j'en profite, je fais ma promo. Si vous tapez Clément Fromont Insight sur Google, vous allez la trouver. Si vous regardez par exemple les dernières éditions qui sont parues, vous remarquerez qu'en fait, il y a toujours le même format. Donc ça démarre d'abord par une petite introduction où j'explique de quoi on va parler. Après, c'est là aussi où je mets le sponsor, donc on en reparlera. Et après, je rentre dans le détail. Donc chaque semaine, je décrypte un biais psychologique, une heuristique, et j'explique comment est-ce qu'on l'applique dans le marketing en trois points, donc trois techniques neuromarketing à appliquer, étape par étape. Et donc, il y a tout le temps la partie théorique, ça démarre par ça. Donc, j'explique ce que c'est ce biais psychologique, cette heuristique, j'explique comment ça marche, et d'où ça vient, comment ça a été trouvé, quel chercheur a travaillé dessus, je cite aussi les études. Et ensuite, les 3 points, c'est, les trois astuces, donc 3 manières d'intégrer cette heuristique, ce biais psychologique dans votre marketing, basé sur des exemples, soit de grandes marques, soit sur des exemples de créateurs de contenu, d'entrepreneurs, de des histoires de marques connues, ou alors basé même sur d'autres études qui viennent compléter, par exemple, l'étude principale de ce biais, en fait. Ça, c'est un truc sur lequel je galère. Déjà, dès le début, je me suis reconnu dans ta précédente newsletter parce que je ne fais pas assez de la promotion de ma newsletter, mais en même temps, je n'en envoie pas assez. Je suis pas assez régulier dessus. Et j'ai l'impression d'être un peu dans une catégorie un peu générale quand même, tu vois, du business en ligne, où je sais pas de quoi parler. Parce que parler de tunnel de vente, je pense qu'on a fait le tour. Les gens sont un peu renseignés. C'est pas fun, tu vois. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est du résultat. Donc, moi, ce que je kiffe quand même faire, c'est des études de cas sur YouTube où je décrypte ce qu'on a fait avec un client, pour qui ça a bien marché, ou une personnalité du business en ligne, comme par exemple Aline de ZombieBoost, qu'on suit activement à chaque fois qu'elle fait un lancement, tu vois. Et on se dit, bah, c'est quoi les mécanismes derrière pour faire quasi 1 million par lancement. Ça, j'aime bien, je trouve ça fun, mais par contre, parler de manière théorique des tunnels de vente, j'y arrive pas. Ouais, heu, c'est effectivement parce que je pense que tu as une thématique qui est assez pointue, tu vois? Et c'est vrai que c'est intéressant de rattacher ça à des exemples, plus de la vie courante, enfin plus grand public, auxquels les gens peuvent se rattacher. Parce qu'effectivement, si tu fais une newsletter uniquement sur les tunnels de vente, tu vas donner toutes tes techniques et tes stratégies, alors qu'en fait, ça pourrait faire l'objet potentiellement d'un produit ou quelque chose comme ça, quoi. Mais peut-être que des contenus annexes, en plus de tunnels de vente, par exemple, comment, fédérer une audience, puisqu'en fait, c'est un peu ça aussi au final. C'est ce que tu veux faire, c'est, avoir, si on prend le sujet un peu plus large, heu, tu peux faire une branded newsletter sur, comment monter une audience, par exemple. Ça, c'est un sujet qui est suffisamment large. En fait, le sujet des branded newsletters, tu as 3 leviers à valider. Le premier levier, c'est est-ce qu'il y a un intérêt de la cible? Deuxième levier, c'est est-ce que toi, tu te sens suffisamment, à l'aise et intéressé pour pouvoir animer cette newsletter sur la durée? Est-ce que tu as suffisamment de matière? Et troisième levier, c'est évidemment, c'est important, la monétisation. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que toi, tu es suffisamment intéressé pour tenir cette newsletter sur le long terme? Est-ce que tu as suffisamment de choses à dire? Donc la profondeur de la thématique. Et troisième levier, la monétisation. Si tu as ces 3 leviers-là, bah, en fait, ta newsletter, tu peux en faire une branded newsletter sans problème. Sur le sujet de, par exemple, comment créer une audience, et cetera, je suis d'accord dans le sens où c'est ce que je dis à mes clients. Là, je me spécialise sur la stratégie de la masterclass live en ce moment, depuis un bon moment d'ailleurs. Et les 3 critères les plus importants pour moi, pour que tu viennes bosser avec moi, que tu puisses bosser avec moi, qu'on puisse bosser ensemble, c'est bah, une liste mail déjà. C'est un peu le sujet de cet épisode. Avoir un produit qui se vend déjà, que tu as déjà essayé de vendre, au moins un bêta, tu vois. Et avoir un levier actif, comme un réseau social, un blog ou un podcast actif, ou les trois. Parce que des fois, tu as des gens qui ont les trois. Mais par contre, c'est un sujet, ce dernier-là, c'est un sujet sur lequel je me sens pas encore à l'aise, tu vois. Je me sentirais illégitime d'en parler, ou au risque de passer pour un gourou, tu vois, qui a pas déjà fait ce qu'il est en train d'essayer d'enseigner. Par contre, il y a un excellent conseil que j'avais retenu de... Je sais pas si tu vois qui c'est Ali Abdal.
Ouais, ouais, très bien. Ali Très bien. Abdal, ouais, sur YouTube. Allez voir d'ailleurs si vous ne connaissez pas. Je vous mettrai peut-être le lien en description. C'est un YouTuber anglais qui était médecin avant et du coup il s'est créé un business en ligne maintenant sur YouTube. Et il disait, il donne des conseils du coup pour que tu te lances sur YouTube et il dit sois un guide, un explorer, pas un gourou. En gros, tu peux très bien aborder, tacler le sujet en étant un explorer en mode bah, je vais essayer de faire tel truc et je vous documente ce que j'essaye. Peu importe si je réussis ou si j'échoue. Et en prenant cet angle-là, déjà tu parais plus authentique que quelqu'un qui va dire bah comment faire machin chouette alors que lui-même il n'a pas réussi à faire machin chouette. Tu vois. Ouais, exactement. Je pense que c'est très important dans ce genre de métier d'être un cordonnier bien chaussé. Ouais. Bah, pour l'instant, je ne le suis pas. Mais mes clients ont d'excellents résultats, mais pour l'instant, moi, je galère à plusieurs niveaux parce que je suis trop dans le delivery, donc trop sur la livraison. Mais bon, c'est quelque chose qui est important pour moi, tu vois, que les clients soient satisfaits, qu'ils aient une expérience au top. Le truc, c'est que c'est au détriment de mon acquisition et de mon nurturing, notamment la fameuse liste mail. À part après, quand je dis un cordonnier bien chaussé, c'est plutôt un cordonnier qui pratique. C'est que si tu es un cordonnier et que tu n'as pas de chaussures, ça fait un peu bizarre. Ouais, c'est plus ça l'idée. Oui, c'est sûr. Au niveau de la pratique, ça va parce que j'ai toujours un pied du coup chez des clients où je pratique, du coup, où je fais de la prestation, même si du coup je le limite à fond. Et après, du coup, ben, j'ai créé mon bootcamp pour aider les coachs et les formateurs à vendre grâce aux masterclass. Ça fait qu'on arrive sur un sujet qui est quand même très intéressant et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast avec toi. Récemment, du coup, tu as eu ton premier sponsor, si je me trompe pas, et je trouve ça trop stylé. Il y a très très peu de newsletters qui ont des sponsors, en tout cas sur ma niche à moi, chez les gens que je suis, etc. Donc ça, c'est cool de voir que tu as pu aller chercher ce premier sponsor. Alors avant d'arriver sur ce sujet du sponsor, j'ai envie de savoir déjà, est-ce que tu as essayé de monétiser ta newsletter avant d'avoir ce sponsor? Ouais, tout à fait. Bah, en fait, elle est monétisée déjà de base. J'ai fait plusieurs tests. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. La première chose que j'avais mise en place, c'était au tout début. Donc, ça s'appelait encore UX Marketing. J'avais mis en place une newsletter payante. En fait, je suis très inspiré par certaines newsletters payantes qui marchent très bien et qui sont de grande qualité. Il y a, par exemple, Snowball? L- Snowball, déjà, ouais, en France, par Yohan Lopez, qui est incroyable. C'est une newsletter du coup qui m'a beaucoup inspiré au début, notamment parce que il a une newsletter secondaire, une newsletter secondaire qui s'appelle Behind the Curtain, qui explique en fait toutes les mécaniques qu'il a mises en place pour mettre en place lui-même sa newsletter principale, donc Snowball. Il a du coup un levier de monétisation basé sur un abonnement mensuel où les gens en fait s'abonnent à la newsletter premium. Et il y a des formules freemium, en tout cas, ouais, il y a certaines newsletters qui partent gratuitement, mais il y a aussi des newsletters ensuite complétées d'analyses beaucoup plus intenses, beaucoup plus solides sur, sur des, sur des sujets de finances perso, quoi. Donc en fait, très très intéressant. Et la valeur en fait ajoutée de payer cette newsletter, elle est évidente en fait pour quelqu'un qui s'intéresse vraiment au sujet. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah en fait, j'ai envie de faire le snowball du marketing, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé UX marketing. L'idée c'est, je prends des sujets de marketing, on va dire de grand public, et ensuite je vais creuser ces sujets-là pour voir qu'est-ce qui se cache à Ouais. l'intérieur. C'est comme l'analyse. Quand on ouvre le capot du mécanisme, qu'est-ce qui se passe et ce que j'ai commencé à faire, c'est à monétiser cette newsletter de cette façon. Donc le même modèle que Snowball. Il y a aussi d'autres newsletters qui m'ont beaucoup inspiré, comme celle de Lenny, euh, qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires. J'ai un trou, je suis désolé, j'ai un trou du nom de la newsletter, mais bon, c'est la plus grosse newsletter marketing de Substack. Et elle fait plusieurs millions de CA par an. Donc voilà, Lenny, vous pourrez regarder ah bah non, mais je suis con, parce que ça s'appelle Lenny Newsletter, c'est ça le nom, c'est pour ça que du coup je cherchais un autre nom, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et donc, ouais, il m'avait beaucoup inspiré aussi. Donc ça, c'est le premier levier de monétisation que j'avais essayé de mettre en place. Donc à l'époque, j'avais quoi, 1500 abonnés peut-être. Hmm. Et donc j'ai mis en place une formule payante pour UX marketing. Et spoiler, ça n'a pas du tout marché. Pas du Sur tout Substack marché. aussi? Sur Substack, ouais. C'était exactement le même format, le même pricing en plus. C'était 7 € par mois, quoi. Donc
pas cher du tout. J'avais fait exactement le playbook de Johan. Sur Behind the Curtain, il avait donné toutes les étapes. Il avait dit, bah regardez, j'ai donné tels éléments à la cible pour lui permettre de comprendre c'est quoi les éléments dont ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent dans la newsletter payante, c'est quoi le programme, c'est quoi le questionnaire que j'avais envoyé pour tester, sonder l'audience. Alors, petit spoiler, quand j'ai testé justement l'audience, j'ai eu une vingtaine de personnes qui m'ont dit ok, on va te suivre quand ça va être lancé. Le jour où je l'ai lancé, j'ai eu 2 ventes. Donc entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, il y a une énorme différence, et c'est aussi un peu le job du neuromarketeur, quoi. C'est de comprendre pourquoi est-ce que des gens disent qu'ils vont acheter un produit, mais qu'en fait le jour où il sort, les gens l'achètent pas. Et c'est un truc qui m'a passionné, quoi. Bon bref, je referme la parenthèse, mais ça c'est le Si premier ça réflexe. m'intéresse, si tu devais résumer en une phrase, pourquoi ils font ça, du coup, les gens, c'est quoi? Ah bah, c'est parce qu'il y a pas la valeur perçue, qu'ils n'arrivent pas à se projeter, en fait le produit répond pas à un vrai besoin, enfin c'est, en une phrase. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en une phrase, c'est ça. C'est juste que, Mmh. même si enfin, je sais pas pourquoi ils ont dit oui, peut-être pour me faire plaisir, le capital sympathie peut-être, mais en tout cas, voilà, ça avait pas trop pris. Et donc en fait, quand j'arrive au bout de 2-3 mois, le chiffre d'affaires mensuel de la newsletter, c'était pas ignoble, mais c'était largement pas suffisant pour, vivre, et surtout le temps passé sur les éditions était monstrueux. Je passais, presque 2 heures, rien qu'à faire mes recherches, une dizaine d'heures à l'écrire, et Waouh. ensuite, pareil 2 heures à faire la promotion. Donc en gros, j'y passais presque 2 jours pleins, Ah ouais. et ça gagnait 200 balles par mois, quoi. Donc c'était compliqué de voir le business model, la viabilité du business model, mais c'est aussi parce que je pense que le produit qui était proposé en tant que premium était pas suffisamment attractif. Donc bref, ça c'est un modèle de rémunération qui est très intéressant et qui marche d'ailleurs pour d'autres personnes, parce que comme on peut le voir, ça marche pour Ion Lopez de Snowball, ça marche pour Lenny Lenny Newsletter, ça marche pour d'autres newsletters qui fonctionnent extrêmement bien aussi. Donc c'est pas exclure, mais c'est le premier levier de monétisation d'une newsletter. C'est simplement d'avoir une newsletter payante. Et c'est pour ça que je disais tout à Mmh. l'heure qu'une newsletter peut devenir un produit. Parce que c'est Ouais, exactement le cas là pour le coup. ouais. OK, très bien. Bah, d'ailleurs, du coup, pour ceux qui ne savent pas, Snowball, c'est une newsletter sur l'investissement financier. D'ailleurs, je passe, le bonjour à Delphine, qui est, rédactrice chez Snowball et qui a rejoint le bootcamp, la session au moment où j'enregistre, cet épisode. Donc tu as essayé déjà sur, UX Marketing, ta précédente newsletter, C'est ça. enfin la précédente version du coup, de monétiser, et tu arrivé à 200 € mensuels à peu près, juste avec les abonnements. Ouais. Sur le temps passé sur chaque newsletter, c'est intéressant. Parce que du coup, personnellement, et je pense que la plupart des clients que j'accompagne sont comme moi, je passe peu de temps sur les emails. Quand je dis peu de temps, c'est 2 heures grand max. Par contre, le temps que tu m'as décrit là, c'est-à-dire la recherche, l'écriture, etc., ça, c'est un temps que je passe sur une vidéo YouTube. C'est-à-dire qu'une étude de cas poussée que tu retrouves sur ma chaîne YouTube, par exemple celle sur The Bee Boost ou celle sur La Meuf en Rouge, par exemple, je vais passer facilement 8 heures sur de la création, c'est-à-dire recherche, plus écriture du script, plus tournage, et derrière je délègue le montage, bien sûr. Mais c'est marrant de voir que sur une newsletter brandée, du coup, comme la tienne, on peut passer autant de temps aussi sur chaque email. Alors, ouais, enfin, justement, maintenant, j'y passe beaucoup moins de temps, c'est tout le but. Mais à l'époque, justement, quand ça s'appelait UX Marketing, c'était pas encore vraiment une branded newsletter, je pouvais y passer, ouais, presque 2 jours, de bout en bout. Entre la recherche, la rédaction et la promotion, ça prenait un temps de malade. Et c'est pas du tout déconnant de le faire, par exemple, pour une vidéo YouTube, parce que la vidéo YouTube a beaucoup plus d'impact, enfin, si ta vidéo YouTube, elle part bien, tu peux toucher des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Alors que la newsletter, elle est partie, c'est trop tard, quoi. Tu vois, c'est terminé. Donc, quand tu as 1500 abonnés et que tu passes 2 jours et que tu gagnes 200 balles par mois, c'est pas du tout viable. Donc, c'est le premier Après, truc. sur Substack, tu as quand même le SEO, non? Ça marche pas si bien que ça, le SEO sur Substack. Bien sûr, tu peux référencer ta newsletter, mais le truc, c'est que comme tous les projets SEO, il faut qu'il y ait un potentiel SEO. Une newsletter, en général, n'en a pas beaucoup
parce que tu vas optimiser ton contenu pour les emails et donc tu vas avoir beaucoup de contenu parasite, notamment si tu salues chaque semaine les nouveaux abonnés sur ta newsletter. Ça démarre tout le temps de la même façon. La structure de tes emails n'est pas optimisée SEO parce qu'en fait, tu veux l'optimiser pour la lecture. Par exemple, moi, Insight, ça dure. Il y a quoi? Il y a 600 mots, quoi. Donc en gros, c'est temps de lecture 3 minutes. Donc, Ok. c'est-à-dire que même pour l'optimisation SEO, même si j'étais optimisé SEO, je veux dire, ce serait compliqué d'aller gratter des positions sur, par exemple, biais psychologique marketing. J'aurais du mal à aller chercher ça, même si je parle que de ça. Et parce qu'en Hmm. fait, simplement, le contenu, il est simple, vulgarisé, ça va droit au but et il n'est pas du tout optimisé pour le SEO nativement. Donc, Ok. en plus, enfin, actuellement, il y a beaucoup d'IA sur tout ce qui est SEO, etc. Donc, en fait, même en termes de volume de contenu, parce que moi, j'écris tout à la main, il n'y a rien d'automatisé du tout. Donc, forcément, quand j'envoie une édition par semaine et que d'autres rédacteurs SEO vont faire 10 articles de blog par jour, optimiser SEO sur cette thématique, enfin, j'ai aucune chance. Ouais. Donc, en fait, Ouais. même si Substack, c'est disponible en ligne, en vrai, il ne faut pas compter dessus. Il y a une question du coup qui me vient en tête là, c'est souvent quand j'ai des clients qui sont sur Substack et que je veux les faire partir parce que Substack c'est pas ouf pour de la vente de formation, du coaching, etc. En tout cas de l'infoprenariat, parce que t'as pas de segmentation, t'as, je pense, quasiment pas d'intégration externe. Et Non, souvent c'est vrai. ce que les gens me disent, l'objection principale que j'ai, c'est oui, mais Substack, j'ai la recommandation, oui, ça aide grandement à faire grandir la newsletter. Quelle part ça représente pour toi la recommandation de Substack en termes de croissance? Environ 30 à 40% des abonnés que j'ai viennent de Substack. Donc, c'est pas du tout négligeable. Et surtout que je suis assez dynamique sur la promotion de moi-même. Donc, là, pour le moment, je pourrais pas m'en passer. Surtout par rapport à l'objectif que je me suis fixé, puisque je veux atteindre les 10 000 abonnés à la fin de l'année. Sans recommandation Substack, ça va être très compliqué. Si je m'en passe, en tout cas. Pour le moment. Ok, Donc, peut-être plus intéressant. tard. Mais pour le moment, c'est pas du tout envisageable de faire sans, quoi. Surtout que c'est des Ok, vrais lecteurs. C'est ça qu'il faut bien noter, c'est que toutes les recommandations Substack, je les vois du coup passer dans les stats, et je vois qu'en fait ce sont des gens qui lisent. Donc c'est pas du tout des abonnés qui sont des touristes, qui sont abonnés par là en fait. Les recommandations, pour ceux qui savent pas, c'est quand des newsletters Substack peuvent se recommander les unes les autres. Si quelqu'un s'abonne chez moi, il va y avoir un petit pop-up ou un petit message qui va lui recommander de s'abonner à des newsletters que je vais lui recommander. Et c'est valable avec mes partenaires, donc ceux qui me recommandent. Si les gens s'abonnent chez eux, ils vont avoir pareil un petit message, un petit pop-up, un petit écran d'accueil qui va dire merci de vous être abonné. Si vous voulez vous abonner à d'autres newsletters de valeur ou intéressantes, vous avez ça, 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 ça. Et donc la personne peut s'abonner directement. Et donc ça donne des effets cumulés extraordinaires parce que c'est c'est génial, quoi. C'est que du bonus. Parce qu'une personne peut lire plusieurs newsletters, donc c'est pas du tout je prends un abonné de chez moi et je le donne à quelqu'un d'autre, quoi. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est pas du tout un jeu à somme nulle. C'est ça que je veux dire. C'est que la personne qui ouais. s'abonne chez toi, elle s'abonne aussi chez tes partenaires et ceux que tu aimes bien. Et donc c'est hyper vertueux, quoi. Ok, intéressant. Maintenant, je me demande, est-ce que quelqu'un qui est coach formateur, qui a un business model plus infopreneur, donc vente de formation, vente de coaching en ligne, peut bénéficier de Substack vraiment, ou ça va servir plutôt à des modèles de créateurs qui veulent plutôt aller vers un abonnement? Alors, le modèle créateur est évidemment beaucoup plus pertinent pour Substack, mais c'est pas parce que c'est particulièrement adapté aux créateurs que les infopreneurs ou des créateurs de contenu de formation ou de produits digitaux ne peuvent pas en bénéficier. Au contraire, puisque bon, c'est justement, j'oublie pas la question que tu m'as posée tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on fait pour monétiser une newsletter. Euh, le deuxième levier de la monétisation, c'est évidemment de vendre ses propres produits, et je le fais moi-même. Donc, je peux dire aussi que ça fonctionne pour moi. Et c'est pas parce que je sponsorise la newsletter ou je vais faire une newsletter payante que je peux pas vendre mes propres produits. Tout à l'heure, on a parlé d'Ali Abdal. Euh, En France, sur YouTube, c'est assez mal vu encore de vendre ses propres produits. Je pense que ça va changer parce que si on regarde notamment tout ce qui se passe outre-Atlantique, on regarde des gros YouTubeurs style Ali Abdal, en fait, ils ne se privent d'aucun levier de monétisation. Aucun levier de monétisation. Ils les prennent tous. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait, tout fonctionne, quoi. C'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on est obligé de faire des placements produits NordVPN pour pouvoir vivre. Ou alors c'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'il y a que la pub YouTube qui peut nous rémunérer.
Il faut se rappeler que quand les placements de produits sont arrivés en France, c'était extrêmement mal vu. Ça s'est très mal passé pour les premiers qui l'ont fait. Et aujourd'hui, c'est devenu la norme, quoi. Il y a plus de vidéos YouTube qui sont sponsorisées par des placements de produits, des VPN, des cadres en plastique, enfin, Rhino bref, Shield. du Rhino Shield et tout le tintouin. C'est que en fait, c'est presque plus vertueux, je pense, de vendre ses propres produits qui ont un véritable intérêt, qui sont créés pour l'audience, plutôt que de vendre des VPN et qui sont, enfin, honnêtement, qui n'ont pas vraiment grand intérêt ou qui sont pas hyper intéressants pour une audience spécifique. C'est bien quand c'est du grand public, mais si vous voulez monter une audience, je sais pas, si vous êtes en train de faire une chaîne YouTube sur le jardinage, ça va être un peu compliqué de se faire sponsoriser par NordVPN, quoi. Alors que du coup, qu'est-ce qui vous empêche de vendre, je sais pas, un livre de conseils pour jardiner de manière plus biologique, enfin, ça peut être super, quoi. Donc, je pense qu'il ne faut pas se priver de tous les leviers de monétisation qu'il peut y avoir, que ce soit sur YouTube ou sur la newsletter. Et donc, pareil, une branded newsletter est tout à fait adaptée aussi pour vendre ses propres produits. La différence, c'est qu'une newsletter, les gens s'abonnent à une newsletter classique avec un lead magnet. Ils savent qu'en fait, c'est pas vraiment une newsletter de contenu. Ils savent que c'est une newsletter de vente. Donc, personne s'abonne vraiment à une revue pour recevoir de la pub. Ouais. Enfin, moi, je connais personne qui fait ça. Où quand le film recommence, il s'arrête de regarder la télé et il s'assoit devant la télé quand la pub commence. Enfin, c'est l'inverse qui se passe. Et les gens veulent le contenu. Ils veulent les choses qui les intéressent. Et la publicité, elle est là pour aider le contenu. Mais si la newsletter est pas intéressante et que c'est que de la vente, que de la promotion, en fait, il faut pas s'étonner que les gens se désabonnent, tu vois. Alors je suis d'accord avec ça. Mais du coup, comment il y a un truc que je dis à mes clients d'éviter, c'est de donner trop de solutions dans leur contenu, surtout sur leurs emails. Parce que le risque, c'est que le prospect, il pense que bah, il a toutes les cartes en main pour passer à l'action de son côté, pour effectuer la transformation. Imaginons qu'on veut se rapprocher de la branded newsletter et qu'on veut partager un concept intéressant, tu vois, vraiment un truc poussé chaque semaine. Comment on fait pour pas apporter toutes les solutions au prospect? Bah, la différence pour moi, elle est super simple, c'est que tu peux expliquer le concept, tu peux expliquer comment ça marche. Par contre, si tu veux que la personne, on lui fasse un tuto pour mettre la solution en place, étape par étape, c'est ce que tu peux vendre beaucoup plus facilement, quoi. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, c'est illusoire de croire que la solution technique n'existe pas sur Internet. Il suffit d'aller sur YouTube, de taper le sujet qu'on cherche et on trouve absolument toutes les solutions gratuitement. La seule chose qui peut motiver quelqu'un à payer un produit digital, c'est, je pense, la plus-value qu'il va y avoir par rapport à l'accompagnement, la plus-value qu'il va y avoir par rapport au formateur. Est-ce qu'on fait confiance au formateur? Est-ce qu'on a confiance en sa pédagogie? Est-ce qu'on a confiance aussi en ses résultats? Ou alors parce qu'on se projette dans un résultat que la personne a déjà accompli avant, quoi. C'est pour ça que je parlais tout Ouais. à l'heure du cordonnier, bien chaussé, parce qu'en fait, s'il est là et qu'il montre l'exemple, même si c'est quelqu'un qui défriche le sujet, heu, en disant: «Bah, regardez, j'ai testé ça, voilà ce que ça a donné, si vous voulez, je peux vous montrer comment j'ai fait». Bah, ça a de la valeur évidemment pour les gens. Par contre, dire, «Bon, je vais vous apprendre comment faire du copywriting», aujourd'hui, je pense que tu as trop de tutos aujourd'hui qui existent de manière gratuite. Enfin, il suffit d'aller sur LinkedIn, il y a pas un post, enfin, il y a pas un jour sans avoir une quinzaine de posts LinkedIn, sur le sujet. Tous les Américains ont tellement partagé de valeur aussi, donc si on veut apprendre quelque chose en ligne aujourd'hui, on apprend d'abord l'anglais et puis après, enfin, c'est assez facile, quoi. Donc, Ouais. je pense que la question de la valeur qui est partagée sur, une newsletter, pour moi, c'est c'est plus vraiment d'actualité, quoi. Ouais. Ah, si je reviens quand même au début de ta réponse, c'est en gros partager plutôt le quoi, ce que c'est, le grand principe, et le pourquoi, donc pourquoi ça marche. Mais du coup, ce que tu vends, c'est plutôt le comment. Bah, c'est ça, parce que même le comment, tu as plein de manières d'y arriver. Par contre, si tu veux que la personne, elle te montre étape par étape comment faire, on te prend presque par la main, voilà, clique là, fais ça, et puis là, c'est où la personne, elle se dit: «Bon, OK, je comprends la valeur parce que j'achète un résultat», tu vois? J'achète la Ouais, méthode qui me permet d'atteindre un résultat et donc ça permet aussi de s'acheter un peu aussi une tranquillité d'esprit. C'est que si tu as mis en place une méthode et que ça a pas fonctionné pour toi, c'est beaucoup plus simple psychologiquement de se dire: «Ça a pas marché alors que j'ai appliqué toute la méthode», ouais, plutôt que de se dire: «Je mets des choses en place, mais je suis dans le flou parce que j'ai aucune idée de ce que je fais». ouais, ouais. Ça me rappelle un produit que j'ai acheté récemment, ManyChat, pour automatiser les messages, les commentaires sur Instagram. C'est un formateur qui a su mettre en avant ses résultats.
à marketer le truc. Mais au final, dedans, c'est bof, tu vois. C'est une formation théorique sur les fonctionnalités, alors qu'il m'a vendu le résultat, tu vois. En gros, bref, c'était pour délivrer un lead magnet et augmenter tes résultats sur Instagram avec ManyChat. Et au final, il a fini par faire un produit où c'est juste des tutos et débrouille-toi avec, quoi. Et je suis d'accord avec toi, du coup, c'est la valeur, elle réside dans OK, je te promets ce résultat parce que j'ai réussi à faire ça et je te montre exactement étape par étape comment j'ai fait. Plutôt que juste donner un tuto, parce que le tuto, j'aurais pu le trouver sur YouTube gratuitement. C'est ça, exactement. Et on peut même se projeter au-delà même des thématiques habituelles. C'est que si j'achète un bouquin de cuisine, c'est parce que je veux manger le plat, tu vois. C'est pas parce que j'ai envie d'apprendre à cuisiner. C'est pas si intéressant que ça. Je veux plutôt faire une recette. Et pourquoi est-ce que je veux cette recette? Parce que je veux pouvoir la proposer à mes beaux-parents quand ils vont venir dîner. Ou, tu vois, t'as toujours une raison cachée derrière ce que tu es en train d'acheter. Parce que tu veux avoir un bénéfice qui est associé à ce produit. C'est la, Ouais. c'est la fameuse théorie des job to be done. C'est que le job to be done, c'est une théorie qui dit que tu n'achètes jamais un produit en tant que tel, tu achètes son résultat. Donc, tu n'achètes pas une perceuse en réalité, tu achètes plutôt un trou dans le mur. Et donc, à partir du moment où tu comprends quel est le job to be done que les gens veulent accomplir avec ton produit, et ben en fait, ça devient beaucoup plus facile à marketer. Et si je devais nous donner le job to be done de ta newsletter, c'est quoi? Alors, le job to be done de la newsletter, pendant très longtemps, je pensais que c'était la personne souhaite des conseils en marketing, s'améliorer dans son marketing et avoir avoir de la clarté dans la manière dont ils mettent les choses en place. Et paradoxalement, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça. Et je l'ai découvert un peu par hasard. J'ai eu plusieurs personnes qui, après avoir lu la newsletter, m'envoyaient des messages et ils me disaient: «Ah Clément, c'est trop cool, merci d'avoir partagé ça. Je l'ai partagé à mon client pendant ma réunion client et le client était trop content, quoi. Il était sur le cul. Il a trouvé ça hyper intéressant et waouh, quoi. Ça a eu un effet waouh sur mon client. Ou alors, j'ai eu aussi le cas d'un marketeur opérationnel qui est, du coup, en job, tu vois? Il travaille dans une agence et il a partagé ça pareil à enfin, pendant une réunion, tu vois? Et le patron était super content, tu vois? Il trouvait ça hyper pertinent. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je vends, c'est pas des conseils en marketing, c'est plutôt un sentiment, celui pour les marketeurs de se sentir smart et de gagner en clarté, gagner en confiance. Et donc, dans les recommandations que eux peuvent faire, tu vois, au quotidien, ils sont beaucoup plus sereins dans les recommandations qu'ils peuvent faire parce que c'est baqué par la science ou c'est baqué par des histoires et par des cas vérifiables. Et donc, en fait, ils sont hyper contents de partager ça. Super intéressant. C'est vrai que souvent quand je vais consommer des contenus comme ce que tu partages ou je pense aussi à Yann Leonardi par exemple, Marketing Mania, etc. C'est souvent backé par la science, souvent backé par des tests. Je pense aussi à Andrew Huberman sur tout ce qui est biohacking, si ça te parle. Ouais, ça J'aime me bien parle. ce genre de contenu Ça me où parle vraiment bien. tu arrives où ils disent pas, ok, ça c'est la vérité. On a vu une étude, on a fait ça, on a testé ça, et voici pourquoi ça marche. Et ça, c'est ce que je kiffe, tu vois, le truc très terre à terre, le truc prouvé. Ouais, exactement. Sachant que moi, du coup, tout ce qui sous-tend mon business, c'est est-ce que je partage quelque chose un peu de nouveau? Il faut toujours que j'ai un angle qui soit différent de ce que les gens ont pu lire ailleurs. Parce que si je dis, alors, 3 techniques pour réussir ses accroches sur LinkedIn, bon, bah voilà, tout le monde l'a compris, tu vois. Donc, si un Ouais. jour je parle des accroches sur LinkedIn, je veux pas faire un énième post sur la même chose. C'est plutôt, je vais dire, quelles sont les accroches qui fonctionnent le mieux sur LinkedIn, mais plutôt d'un point de vue psychologique, tu vois. Je vais y rajouter ma propre patte. Et donc ça aide énormément, tu vois. Donc à partir du moment où tu arrives sur un prisme nouveau, quelque chose que la personne n'a pas encore vu, bah, en fait, ça aide énormément à avoir des contenus qui sont un peu plus catchy, quoi. C'est vrai que ouais, si tu fais des contenus comme si on était en 2012 en mode 3 conseils, etc., c'est fini, tu vas pas te distinguer, quoi. Il faut apporter quelque chose de nouveau. Je vais revenir sur le sujet du sponsor, du coup, sur la monétisation. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu as trouvé ton premier sponsor? Comment ça s'est fait? Comment tu l'as convaincu? Qu'est-ce qui se Ouais. passe derrière? Ouais, en fait, pour, comprendre comment est-ce que je l'ai convaincu, je pense que ce qui a marché pour moi, c'est si on reprend, tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire, c'est quoi le concept de la branded newsletter? Je pense que c'est ça aussi qui fait que ça a un intérêt pour les sponsors.
Donc comme je disais, pour monétiser une newsletter, tu as plusieurs leviers. Le premier levier, ça va être, de faire par exemple une newsletter payante. Deuxième levier, ça va être d'utiliser, tes propres produits, tu vois? Vendre tes propres produits. Le troisième levier, c'est vendre tes propres services et le quatrième levier, ce qui marche, c'est faire sponsoriser ta newsletter. Donc là, en fait, ce que tu vas faire, c'est mettre, en avant une marque, un produit, mais qui t'appartient pas, exactement comme, de l'affiliation, sauf que l'affiliation, tu vois, tu es payé au résultat. Le sponsor, il est là, en fait, pour simplement annoncer. Il est là pour être là, et être présent et s'il a un résultat, bah, c'est encore mieux évidemment, mais enfin, simplement par essence, le sponsoring, la personne va payer pour être présent dans ta newsletter, pour avoir une image qui est associée. Enfin, pour associer son image à ta propre, à ta marque. Ce qui fait que les gens, qui vont lire la newsletter vont voir aussi le sponsor et potentiellement acheter le produit et donc c'est une vraie démarche de partenariat, de, co-visibilité, si tu veux et donc comment est-ce que j'ai fait? Bah, en fait, déjà par le principe de la branded newsletter, quand tu as une branded newsletter qui est bien faite, tu peux déjà, bah, y aller parce que tu dis: «Voilà, le concept, il est tout le temps le même, tout le temps le même format». Donc moi, c'est théorie d'un point de vue psychologique, neuromarketing et 3 techniques pour l'appliquer. Si vous voulez vous positionner, ma cible, c'est ça. Donc je sais que je vais cibler des marketeurs en poste. Je connais en fait, j'ai demandé à mon audience qui ils étaient. Donc j'ai des marketeurs en poste, j'ai des solopreneurs et j'ai des CEO. Et puis après, j'ai un petit peu, par exemple, d'étudiants, de gens qui sont au chômage, en reconversion, mais c'est à la marge. Mais grosso modo, voilà les 3 cibles. Donc je dis: «Bah, regardez, ça va parler à la cible. Ce produit-là va parler à la cible, donc aux personnes qui lisent. Si vous voulez, je vous mets en avant sur la newsletter» et donc je peux ensuite, proposer un encart et comme ça a de la valeur pour les enfin, ça a de la valeur pour la marque, déjà parce qu'elle associe son image à l'image de la newsletter et comme c'est plutôt bon et bah, c'est plutôt positif pour la marque évidemment. Deuxième avantage, c'est la visibilité, enfin, même c'est le principal avantage, c'est de mettre en avant un produit auprès d'une cible qui est ultra qualifiée parce qu'en fait, les gens qui lisent, ils sont là pour lire et donc pour voir le contenu, donc c'est des gens bah, ça a beaucoup de valeur déjà pour une marque de toucher des marketeurs, aussi qualifiés et puis le troisième levier, bah, c'est potentiellement de faire des ventes, quoi. Donc ça participe en tout cas à la marque de se mettre en avant. Donc elle va gagner de la visibilité, elle va gagner une meilleure image, elle va améliorer son image en s'associant à des créateurs qui marchent bien et puis troisième levier, ça va être, bah, de faire, des ventes. OK. Donc si je résume un peu, c'est, en gros ta newsletter maintenant c'est un peu comme une autoroute. Tu leur offres un panneau, mais du coup, pour que ce panneau soit intéressant pour eux, ils ont besoin de savoir du coup, quel type de personnes passent sur cette autoroute régulièrement et en quoi ça peut être pertinent du coup d'afficher leur publicité entre guillemets, leur marque sur ta newsletter? Exactement et là, ce que je viens de te dire, en fait, c'est exactement le pitch que j'ai pu faire à mes partenaires. Je leur ai expliqué c'était quoi le bénéfice qu'ils avaient et à côté de ça, après, je leur ai montré, simplement les preuves. Donc, je leur ai dit: «Bah, regardez, le taux d'ouverture, il est de 55. Donc les gens, ils lisent et c'est vrai que quand tu es dans le marketing, parce qu'eux aussi, ils sont dans le marketing, donc ils savent à peu près ce qu'ils achètent et ils disent: «Ah oui, quand même, c'est 55 de taux d'ouverture, c'est pas commun, c'est quand même une newsletter qui est active». Donc, ils comprennent la valeur qu'il y a derrière. Je leur dis ensuite: «C'est du neuromarketing, donc c'est quand même technique, donc c'est des marketeurs qui sont spécialisés, donc ça vous met en avant auprès d'une cible spécialisée», donc ils sont contents. Donc en fait, je leur montre les chiffres, je leur montre les preuves et en fait, ça devient assez facile à marketer, moi aussi de mon côté, quoi. Donc c'est pas le c'est une autre cible. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ma cible en termes de contenu, ça va être des marketeurs et par contre, ma cible pour les sponsoring, ça va être, c'est pas des concurrents, mais ça va être des gens qui ont la même cible que moi. OK, intéressant. Est-ce qu'on a le droit de citer le nom de la marque? Ouais, c'est Time. Time, bah, de toute façon, comme ils me sponsorisent, je peux bien les remercier donc bah, Ouais, merci à Time ouais. de me soutenir, pour tout ce mois de février et puis, bah, j'espère qu'on fera un bon bout de chemin ensemble. Ouais, j'utilise Time, c'est pas mal, c'est bien. Et bah, oui, c'est vrai, en plus, voilà. C'est un autre truc, c'est que ce qui a énormément joué en ma faveur, c'est qu'aussi, j'aime mettre en avant des produits que j'utilise moi-même. Donc comme j'utilise le logiciel, j'en suis content. Je et puis la solution est cool, donc bah, quand j'ai été ah oui, parce que du coup, c'est ça aussi qui est important, c'est que ce premier sponsor, c'est moi qui suis allé le chercher. Il y a des spons enfin, il y a d'autres sponsors qui sont venus me voir
Mais j'ai pas forcément donné suite parce que je suis pas forcément aligné avec leurs produits, je l'utilise pas forcément ou j'ai pas vraiment envie de voilà, c'est pas le bon moment. Mais là, pour le coup, le premier sponsor, je tenais vraiment à ce que ce soit, par exemple Time, parce que je l'utilise, parce que je suis content de la solution et je sais que ça a de la valeur, pour les gens. Donc, c'est très important aussi de mettre en avant des sponsors avec qui on est raccord, quoi et avec qui on s'entend bien. Ouais, ouais, c'est cool ça, c'est top comme qualité. Parce que justement, je me rappelle des youtubeurs ou même des influenceurs qui le font encore, qui vont promouvoir des produits qu'ils n'utilisent pas, tu vois. Et ça, je trouve ça dommage. Et bah, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec, YouTube justement où tu vas mettre en avant un VPN, tu utilises pas les VPN, tu sais que c'est un peu pourri, que ça marche pas hyper bien, que c'est un peu ouais, ça a aucun intérêt, technique et alors que tu pourrais vendre, tes propres produits, tu aurais probablement plein de choses, intéressantes à partager, à raconter. Je trouve que c'est beaucoup plus vertueux de vendre ses propres produits plutôt que de vendre des produits, d'autres personnes qui n'apportent rien au monde, quoi, donc Ouais, voilà. Après, j'ai rien ouais. contre les VPN spécifiquement, c'est parce que je cite, VPN parce que c'est hyper connu, mais enfin, je Ouais, pense plutôt à d'autres produits, quoi. ouais. Et pour en finir du coup avec le sponsoring, rapidement, je pense qu'il y aura peut-être des curieux. Comment ça marche? Comment ça te rémunère? Est-ce que c'est, par exemple, tu le mets en avant une fois ou toutes les semaines? Comment ça se passe? Bah, moi, j'ai décidé de les mettre en avant, toutes les semaines. Alors, j'ai 2 encarts de sponsoring dans la newsletter. J'en ai un qui est tout en haut de la newsletter, donc c'est l'encart premium. C'est un encart que je vends justement à des partenaires, de grande qualité, c'est-à-dire des grosses marques. Par contre, ce que je peux faire, c'est aussi vendre des encarts à l'édition. Oui, pardon, parce que du coup, l'encart premium, je le vends au mois. Donc un encart, du coup, chaque semaine pendant un mois. Et ensuite, en dessous, tout en bas de la newsletter, j'ai une section que j'appelle les liens utiles, dans lesquels je vais mettre en avant des nouveautés, je vais mettre en avant mes propres contenus et je vais mettre aussi en avant des offres ou des produits d'autres créateurs, d'autres partenaires. Par exemple, si quelqu'un veut a une newsletter qui veut lui-même sponsoriser, parce que ça se fait énormément, euh, ben, par exemple, voilà, il peut prendre un lien à cet endroit-là et donc là, je le vends à l'édition. Donc, enfin, ça n'a pas vraiment de sens de dire combien je gagne. Je peux dire que je gagne ma vie, voilà, je vis de ça aujourd'hui, mais je peux donner plutôt un chiffre à quoi on peut prétendre juste en sponsoring par abonné, par mois. Je pense que ce serait un peu plus parlant. D'après les chiffres que j'ai pu voir sur les benchmarks donc, et aussi bah, mes propres chiffres, mes propres résultats, en termes de sponsoring, une branding newsletter peut, au minimum du minimum, en dessous c'est vraiment que ça va pas, ce qui est un truc qui cloche. Au minimum, c'est 25 centimes par abonné par mois. Donc, si tu as une newsletter à 1000 abonnés, au minimum du minimum, si tu l'as fait sponsoriser, le minimum c'est 250 € par mois. Si tu as 10 000 abonnés, bah, c'est minimum 2 500. Mais ça fait que grossir. Donc, c'est le minimum. 25 centimes par abonné par mois. Ok, super intéressant. Donc c'est cool, donc ça te donne déjà un ordre d'idée pour te projeter, te fixer des objectifs, etc. C'est exactement ça. Sachant que bah, il y a toutes les autres solutions. C'est, en fait, une branding newsletter est parfaite pour vendre ses services. Ça fonctionne extrêmement bien parce que quand on parle d'un sujet spécifique, par exemple sur le marketing, copywriting ou ce genre de service, une branding newsletter où les gens vont s'abonner pour lire le contenu et qui vont lire du coup régulièrement, ce qui est intéressant, c'est de faire, enfin, ce qui est intéressant, c'est de faire du soft sell. Le soft sell, ce que j'appelle, c'est les liens qui vont être présents, notamment souvent c'est en bas de la newsletter ou en haut, c'est où tu mets en avant tes services, tes produits chaque semaine. Donc en fait, tu fais même plus d'emails de vente, même plus d'emails de promotion, tu envoies juste du contenu et ça vend en automatique, presque chaque semaine, tu vois, exactement comme un tunnel de vente, et la personne, elle achète quand elle est prête. Donc, il n'y a plus besoin de faire de lancement de produits, plus besoin de faire d'urgence, plus besoin de faire des tunnels de vente à rallonge de 15 000 mails. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'emails de vente, mais les emails de vente, on peut en faire un ou deux. Ce que je fais par mois, en fait, pour simplement quand j'ai envie de vendre un peu plus mes produits ou j'ai une offre qui va sortir, je fais deux emails de vente, puis c'est tout. Et après, il y a ma newsletter qui fait le taf. Et en fait, chaque mois, j'ai un revenu régulier déjà par mes produits, par mes services, euh, plus le sponsoring. Donc en fait, ce qui fait que même si le sponsoring, on va se dire c'est le minimum du minimum, on se dit oui, bon, il faut au moins avoir 4000 abonnés pour pouvoir faire 1000 € par mois. En réalité, tu fais plus parce que du coup, à partir de 2 3 4000 abonnés à une branding newsletter, tu peux vivre de ça, ouais. Juste avec
de la vente de produits, vente de services, plus sponsoring, ça suffit largement, ouais. OK, super intéressant de le rentrer et de le considérer comme un business model à part entière, heu, en dehors de ceux, qu'on connaît déjà. J'ai une question quand même qui m'intéresse, et qui m'intéressait depuis le début. C'est comme tu n'as pas de lead magnet, comment est-ce que tu fais la promotion de chaque mail? Comment tu fais rentrer des gens, régulièrement, si on compte pas l'aspect recommandation de Substack? Ouais. Donc, comme tu as dit, l'aspect recommandation, ça prend environ 30 à 40 des abonnés, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui me recommandent et que je recommande aussi, donc j'ai noué beaucoup de partenariats, donc c'est une grosse partie de mon acquisition. Mais sinon, pour le reste, il y a plusieurs leviers. Donc il y a un levier que je vais tester, je pense, bientôt, c'est la publicité. Parce que comme, c'est un produit que je peux, simplement monétiser par lui-même, le côté publicitaire a beaucoup d'intérêt, je pense. C'est vu comme un side business, enfin moi je le vois comme ça. Donc la publicité, j'y crois, beaucoup, mais il faut que je le fasse. J'ai pas encore testé donc et j'ai pas encore de retour complet à faire, là-dessus, mais je pense que ça peut vraiment bien marcher. Et deuxième levier que j'utilise, celui qui fonctionne bien pour moi et que je fais, qui fait le reste de l'acquisition, c'est tout ce qui est création de contenu. Donc pour donner un chiffre, actuellement, je fais environ 250 abonnés par mois, juste avec la création de contenu sur LinkedIn. Donc j'ai pas lancé encore Instagram, j'ai pas encore lancé YouTube, mais c'est les 2 leviers que je voudrais lancer là cette année, pour, accélérer ça. Mais, juste LinkedIn, ça fait ouais, une dizaine d'abonnés par jour, un peu moins. Mais ça a tendance à s'accélérer parce que là, du coup, je reprends Ouais. LinkedIn sérieusement donc, on va dire au minimum que je peux faire, c'est ça, c'est, 200-250 abonnés par mois, juste LinkedIn en création de contenu. Je vois souvent tes carousels passer sur LinkedIn. Tu dirais que c'est quoi qui marche le plus pour toi en termes d'acquisition? Les En termes de carousels. posts, c'est quoi qui marche le plus? Ouais, carrousel. Carrousel. J'ai essayé plusieurs, choses, mettre les liens ou pas dans les posts. J'ai pas vu énormément de différence, mais comme j'essaye LinkedIn Premium actuellement, je fais sans post, enfin sans lien dans le post. Parce qu'en fait, avec LinkedIn Premium, tu as un lien, directement affiché en dessous de ton profil, et dans le fil. Donc, tu as un peu moins besoin de le mettre en avant. Je suis en train de tester. Pour l'instant, c'est pas hyper concluant, mais on va voir ce que ça va donner un peu plus tard. Là, ça fait quoi? Une 10-12 jours que je l'utilise. Donc j'ai pas eu encore de. Bon, pour l'instant, je suis pas encore emballé pour voir si ça vaut le coup. Les carousels, je mets pas de lien du coup dans les posts. Par contre, à la fin du carrousel, je mets une slide dans laquelle j'invite les personnes à aller sur le profil. Comme ça, ils peuvent cliquer sur le lien des recommandations, sur le lien du profil, pour aller s'abonner à la newsletter. Et c'est ça qui fait la majorité de l'acquisition. Ouais. Si on devait faire une mini anti-sèche comme ça, vite fait, du bon carrousel qui fait bien la promotion de l'email, c'est quoi pour toi? Euh, tu as besoin évidemment que ton carrousel soit vu. Donc il faut faire un bon carrousel, et après simplement ce que je fais moi, c'est une dernière slide, sur la fin de l'email dans le enfin sur la fin du carrousel dans lequel je dis si vous voulez aller plus loin, j'en parle dans ma newsletter. Ça dépend aussi du type de du newsletter que j'ai pu faire, parce que j'ai pu les repurposer en carrousel. Donc en gros, j'ai pris le contenu de ma newsletter et j'en ai fait un carrousel et là je peux dire, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les conseils, j'ai publié exactement la même chose mais un peu plus intense, un peu plus, solide sur la newsletter. Et sinon, le reste du temps, c'est plus un message du style je parle de tel sujet sur la newsletter. Si vous avez aimé le post du jour, vous allez aimer la newsletter simplement. OK, super intéressant. Bah, de toute façon, on mettra le lien en description si vous voulez aller voir, le profil LinkedIn et du coup les carousels en question et en profiter pour en apprendre plus sur le neuromarketing. On va finir avec, une dernière question que j'ai l'habitude de poser, aux invités. Si tu revoyais le Clément d'il y a 2 ans, qui a créé, la newsletter, UX Marketing, qu'est-ce que tu voudrais lui donner comme conseil? Je pense que je lui dirais d'écouter le podcast du jour. Si on pouvait imaginer que évidemment le podcast puisse voyager dans le temps et puisse être écouté il y a 2 ans, je lui dirais d'écouter le podcast du jour. Mais si je devais lui résumer en une phrase tout ce qu'on vient de se dire, en réalité, le concept des branding newsletters est pas vraiment nouveau. Comme d'habitude, hein, ça vient toujours des US. Et moi, je suis quelqu'un qui aime analyser les choses, comprendre comment ça fonctionne. J'adore rétro-ingénierer les mécanismes qui font que
un produit ou une campagne marketing va marcher. Et c'est pareil pour les newsletters et à l'époque, je voulais lancer ma newsletter, mais je savais pas trop comment et en fait, j'ai beaucoup tâtonné. Je pense que si, j'avais un seul conseil que je pourrais me donner, c'est, c'est plutôt de me dire: «Regarde ce qui est en train de se passer aux États-Unis d'un point de vue des newsletters». Hem, Parce qu'il y a déjà 2 ans, c'était déjà le cas, en fait. Puisqu'on sortait du covid, on était même encore un peu dedans et les branding newsletters se sont vraiment développés très, très fort aux US à ce moment-là. La plupart des newsletters que je lis d'ailleurs sur le marketing, aux US étaient pas encore créés, mais il y en a quand même beaucoup qui étaient créés et ce que je me suis rendu compte, c'est que, hem, presque plus personne fait de lead magnet ou de séquence de vente automatisée aux US parce que je pense que tout le monde a compris que tu rentres dans une séquence publicitaire et que quand tu arrives sur un lead magnet, le lead magnet, il est souvent un peu décevant et malheureusement, c'est dommage, hein, parce que tu as beaucoup de créateurs qui sont très, très bons, qui font des très bons lead magnets, qui sont hyper intéressants, qui apportent énormément de valeur. Mais quand même, dans quand même une majorité des cas, dans 80 des cas, le truc est quand même pas fou. Et donc, la question que j'ai envie de lui poser, c'est: est-ce que tu veux jouer le même game que 80 des gens qui vont être déceptifs, quitte à ruiner ta crédibilité, alors qu'on sait que la crédibilité, c'est le point le plus important que tu vas avoir pour vendre? Ou est-ce que tu veux, créer un truc qui va, avoir le potentiel de se développer comme un vrai side business, que tu vas pouvoir continuer tranquille en même temps que ta prestation de service, heu et peut-être en faire, ton job plus tard, quoi? Ouais. Ouais, Voilà la question que je me poserais. je suis d'accord que 80% des lead magnets sur le marché sont dégueulasses et c'est pour ça que ça détruit un peu la perception du lead magnet. Mais en même temps, moi je suis plutôt pour la qualité. Je pense qu'on peut quand même s'en sortir avec des tunnels lead magnet. Et si vous voulez en voir des bons, je vous recommande d'aller voir ce que fait Shubham Sharma, par exemple. Ça, c'est des vrais lead magnets qui ont une vraie utilité et qui peuvent être un produit à part entière, en fait. Limite, il pourrait le vendre dans son truc. Ça pourrait valoir au moins 100 €. Mais il le vend pas, parce que derrière, il peut monétiser son bootcamp Notion ou autre chose. Mais je suis d'accord que du coup, les gens sont de plus en plus conscients que si tu fais un lead magnet, c'est pour vendre quelque chose à un moment donné. Donc c'est cool de voir les deux possibilités. Ouais, et tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que je pense qu'il y a un vrai sujet de fond, quoi, sur ce sujet-là, quoi. C'est pour ça que je parle des US, parce que comme d'habitude, hein, ils ont toujours 3-4 ans d'avance. Si je vois que les US ont arrêté d'utiliser cette stratégie, c'est qu'il ouais, il y a probablement un truc qui est en train de se passer et bon voilà, pour une fois, je veux prendre le train à l'heure, quoi. Ouais. Si justement tu nous as mentionné quelques newsletters brandés US, en tout cas anglophones que tu suis. Est-ce que tu en as une que tu recommanderais à tout le monde, à tous les marketeurs actuellement? Ouais, il y en a une qui est, je pense la plus exceptionnelle que je connaisse, qui est extrêmement intéressante, extrêmement simple à lire. C'est celle de James Clear. James Clear, il a écrit, un bouquin qui s'appelle Atomic Habits, qui est un Ouais, best-seller, dans lequel il parle des habitudes et il a, du coup sa newsletter. Il envoie chaque semaine, ça s'appelle les 3 to 1, Thursday, je crois. Donc, ouais. 3, 2, 1 jeudi. Voilà le nom, quoi. Mais tout ça pour dire qu'un nom, c'est pas si important que ça pour une branding newsletter. C'est une newsletter qui a plusieurs millions d'abonnés, je crois, donc au moins 1 million. Donc c'est une newsletter qui est énormissime et c'est, je pense, la branding newsletter par excellence. Chaque semaine, chaque jeudi, le même format. Donc 3 tweets ou 3 citations, 2 questions et non, c'est quoi? C'est 2 citations et une question, je crois, c'est ça. Donc chaque semaine, le même format, toujours au même moment et donc des millions de lecteurs, donc ça prouve que ça marche. Ouais. Ça marche tellement que je suis abonné. Mais je l'ouvre pas par contre. J'ai pas beaucoup de temps pour lire les emails et généralement j'évite parce que justement j'étais beaucoup déçu. Souvent, bah, comme tu dis, en fait, ce sont des emails de vente et il y a très peu de qualité. Mais il faut que je m'y remette parce que du coup, j'ai lu Atomic Habits il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, quand j'étais au Vietnam et j'avais adoré au point où je me suis abonné à tous les trucs qu'il produisait, dont sa newsletter, mais du coup, je la lis pas. Faut que je m'y mette. Merci beaucoup pour cette recommandation. Merci beaucoup pour cet épisode, Clément. Si on veut te retrouver, du coup, j'imagine,
on te retrouve sur ta newsletter brandée sur LinkedIn. On mettra les 2 liens en description directement. Bah, merci beaucoup, Kevin. Ouais, vous pouvez me retrouver sur la newsletter et puis sur LinkedIn, exactement comme tu as dit. Et puis, j'en profite pour faire une petite annonce puisque bientôt YouTube, ça arrive et j'espère aussi bientôt Instagram. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou pour soutenir un jeune créateur. Ça fera toujours plaisir. Et puis, merci beaucoup. Puis, à la prochaine. Bah, très stylé pour YouTube. On va se challenger dans le mastermind avec PB. Et puis, ouais, à la prochaine. C'était un plaisir de t'accueillir. À très bientôt. Salut. Bye. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous.